swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Ce soir. Bonjour mon cher Rust. Bonjour mon cher Guillaume. On va essayer d'être un petit peu plus actif parce que c'est vrai que là on s'est un petit peu reposé sur nos lauriers et Il n'y avait pas grand-chose non plus. il n'y avait pas grand-chose, mais là on reprend, nous sommes de retour. On va parler de notre cher Curtis Blades, mon cher Russ, qui n'est pas très respecté. Il a battu tout le monde, sauf Francis Ngannou, tombé 2 fois par KO. Mais hormis cette défaite face à Francis Ngannou, c'est quand même une victoire par TKO contre Alexei Oleinik, victoire par décision contre Mark Hunt après avoir essuyé l'orage, une victoire par TKO contre Alistair Overeem, mon cher Rust. Impressionnante. Exactement monstrueuse, sans doute sa plus belle. Une victoire par décision unanime contre Justin Wilnis. Une victoire, là aussi, il l'a complètement dominé Shamil Abdouragimov à Abu Dhabi. Une victoire par TKO face à notre cher Junior Dos Santos. Et hier, il s'est imposé par décision unanime en main event, donc 25 minutes. Pour lui, c'était la première fois qu'il faisait 25 full minutes face à Alexander Volkov, numéro 7 mondial. Là encore, il n'y a pas eu vraiment photo, juste une alerte, mon cher Ross. C'est finalement qu'il a un petit peu gazé, mais sinon, il a vraiment dominé. Et pourtant, c'est vrai que Curtis Blades, on n'a pas l'impression qu'il y a vraiment de traction derrière lui. Ouais. Mais en fait, c'est vrai que on peut se demander, on peut faire un comparatif avec un gars comme Cain Velasquez, et on peut se demander qu'est-ce qui fait que Cain Velasquez est adoré des fans et que Curtis Blades, c'est vraiment, enfin, tu sais, c'est la petite bolle de paille qui se bat comme ça dans les villes fantômes, dans les westerns. C'est vraiment, c'est pas un bruit, mais vraiment tout le monde s'en fiche. Et en fait, je pense que ça tient à plusieurs choses. Plusieurs facteurs complètement. Plusieurs facteurs quelque part. C'est déjà, premièrement, la personnalité, je pense. Enfin, le fait que, en fait, Curtis Blades, déjà, il n'est pas très charismatique dans le sens où, tu sais qu'il lâchera pas des grosses punchlines. Tu sais que c'est pas quelqu'un qui a nécessairement envie de trash talker, ce qui n'est pas grave. C'est pas forcément quelqu'un qui a, en tout cas, on n'en a pas eu la preuve jusqu'à maintenant, une répartie incroyable ou ou comment dire, t'as pas envie de l'écouter réellement sur quoi que ce soit. Jusqu'à maintenant, les interviews dans lesquelles je l'ai vu, voilà, c'est pas intéressant en fait. C'est pas du tout contre lui. C'est juste, voilà, tu sais qu'une interview de Curtis Blades, tu vas rien apprendre, tu vas pas forcément, t'as pas envie d'y aller en fait. Donc au niveau personnalité, il y a rien vraiment pour exciter le fan. Il y a rien vraiment qui attire et mine de rien, ça joue, parce que c'est vrai que c'est un sport, c'est comment dire, c'est des individualités auxquelles on s'accroche et qu'on a envie de suivre. C'est pour ça qu'on adore, parce que les gens sont des exemples et dans la cage et en dehors, et on adore leur personnalité, etc. Donc Curtis Blades, il n'y a pas grand-chose de ce côté-là. Et après, on pourrait dire, mais Cain Velasquez non plus, c'est pas forcément un mec qui trash-talkait pas, il n'était pas ultra charismatique non plus. Mais en fait, je pense que Cain Velasquez, il y avait un côté... c'est le bosseur et qui, comment dire, en fait, tu as tout résumé quand on en parlait juste avant ce podcast en disant que Cain Velasquez, c'est un ensemble qui est cohérent. Et même si Cain n'était pas hyper charismatique ni rien, tu savais une chose, c'est que, de toute façon, en dehors du combat, il va rien dire. C'est un peu Robbie Lawler, tu vois. Il a même pas envie de trash talker, il a envie de rien faire, il a pas envie de parler nécessairement du combat. Il va te dire oui monsieur, oui madame, machin. Sauf que voilà, c'est ça en dehors de la cage, mais dans la cage, c'est un destroyer. C'est un mec, quoi qu'il arrive, tu sais que sa mentalité, il est intuable. Il va avancer quoi qu'il arrive, quelle que soit la tempête qu'il traverse. Il va, que ce soit debout, que ce soit en lutte, que ce soit au sol, il va avancer. Il va revenir sur son bouclier ou sous lui, ou avec lui. Enfin bref, vous avez compris. Et donc, il y a vraiment un côté berserker, il y a un côté, ok, je ne suis pas une personnalité incroyable, mais ce qui compte, c'est que jamais j'abandonne, j'avance toujours, et je suis là pour détruire. Et ça, c'est un truc, Curtis Blades, c'est assez bizarre, parce qu'on ne retrouve pas tellement ça, en fait. Non. Curtis Blades, il y a des combats, comme le combat contre Junior Dos Santos, par exemple, ou le combat contre... même celui contre Mark Hunt, mine de rien. Mark Hunt, moi, je retiens surtout qu'il a réussi à traverser l'orage. Ouais. Une fois qu'il a passé ça, où il a eu une excellente réaction justement de tenter le takedown quand il était toujours un petit peu roqué, le reste du temps, voilà, il a géré. T'as pas de panache, mon cher Rust. Mais en fait, c'est ça, et justement, c'est pour ça que je citais en plus en opposition, en fait, plutôt par rapport à Mark Hunt, c'est les combats contre Overeem et Dos Santos, parce que dans ces combats-là, il est agressif.
il est agressif. Dos Santos, hein. Debout. Surtout debout. Ouais, mais c'est ça. Et le KO a été mis debout. D'ailleurs, il n'a pas mis un seul takedown contre Dos Santos. Magnifique, parce que ça, il est somptueux en takedown défense de Santos. Mais voilà, contre Overeem Dos Santos, on avait un Curtis Blades. Si c'était celui-là qu'on avait tout le temps, franchement, je pense que là, on tient vraiment quelqu'un dont les fans sont fans. Ouais, et pour le coup, moi j'aime bien aussi son surnom, hein. Razor Blades. Je trouve que ça claque un peu. Hein. Ça fait le taf, ça claque. Il a des gimmicks qui auraient pu marcher si tout avait été cohérent. Le problème, c'est qu'il est comme ça contre Overeem. Vraiment, aller voir le combat contre Overeem et en particulier la manière dont il le finit, en vrai, c'est terrifiant. S'il avait cette agressivité et cette hargne dans tous ses combats, franchement, il y a longtemps que ce serait une superstar. Mais le problème, c'est que il n'est pas comme ça tout le temps, en fait. Et c'est délicat, parce que contre Mark Hunt, par exemple, c'est compliqué d'être agressif comme tu l'es contre Dos Santos, contre Mark Hunt. Et pourtant, ce sont tous les deux des énormes cogneurs, sauf que, je sais pas, contre Mark Hunt, il s'est fait toucher, déjà, premièrement, ce qui peut changer la donne, hein, c'est clair. Par Mark Hunt, donc tu te dis, peut-être y aller tranquille. Voilà, c'est ça, tu te prends un 35 tonnes, quoi. Mais il n'était pas aussi agressif, parce que contre Dos Santos, il faisait tout. Enfin, franchement, il faisait des changements de garde, il cherchait des angles, il bougeait latéralement, beaucoup de feintes, tentatives de genre il vient de toucher la jambe et puis il revient. Il faisait la totale. Honnêtement, dans le combat contre Dos Santos et pareil contre Volkov et en particulier les premières minutes, tu sens que c'est peut-être en poids lourd un des combattants les plus complets et vraiment où tu sens que ça pue le MMA. Ouais. C'est un gars, il est tout le temps. Il va jamais être que dans du striking, que dans de la lutte, il est tout le temps en train de tout mixer et ça fait partie de lui. Et c'est sublime. Honnêtement, c'est un des mecs les plus kiffants à regarder pour ça. Il y a jamais il va jamais faire kickboxing, je viens. C'est toujours dans l'idée de je vais te faire penser au striking et puis je vais à un moment donné te faire une feinte et puis à un moment donné y aller complètement. Il peut te mettre au sol de plein de manières différentes à partir du clinch ou en power double, etc. Mais voilà, il peut être comme ça. Et puis, sauf que contre Mark Hunt, je sais pas, il n'était pas aussi agressif, pas aussi incisif. Et il y a un côté contre Mark Hunt, et c'est normal, on comprend. Mais c'est juste, il y a une inconstance en fait. On n'a pas l'impression d'avoir tout le temps un destroyer, un mec qui vient pour détruire, pour avancer, etc. Parce que donc contre Mark Hunt, c'est génial d'avoir ça dans la poche, hein. Mais c'est parce qu'il commençait à se faire poncer et que ça commençait à être très 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 chaud pour lui qu'il a commencé à se dire ok on part en takedown. Et ça, c'est un truc, par exemple, puisqu'on doit faire un espèce de petit comparatif avec Cain Velasquez, parce qu'ils ont quand même des trucs en commun. Ça, Cain Velasquez, c'était pas ça. Un Cain Velasquez, j'imagine que si le combat contre Mark Hunt avait eu lieu, alors là, vous pouvez être sûr que, comme d'habitude, Mark Hunt, il va avancer. Il va trouver une manière d'essayer soit de foncer vers Mark Hunt pour le coller en clinch ou le mettre au sol ou ne plus le lâcher, etc. Mais il y aura vraiment cette volonté de je te lâche pas, j'avance, tu vas finir par plier. Et vraiment un côté dominateur. Contre Mark Hunt, il s'est dit ok, ça commence à puer, il frappe lourd, on va gérer, on le met au sol et on est bien. Ouais. Et c'est ça, je pense que les fans ne sont pas forcément hyper gourmands de ce genre de choses. Ils aiment bien des gars qui dans leur esprit, et quelle que soit la situation, sont là pour finir. Et c'est vrai qu'on n'a pas cette impression-là avec Curtis Blades. Donc voilà, ça peut être cette espèce d'instinct de tueur qui manque parfois, cette espèce de côté gestionnaire, alors qu'il n'est pas encore champion, alors qu'il n'a pas encore... il a fait ses preuves, parce que ça commence, mine de rien, à être un vétéran. Il a perdu que contre Ngannou. Mais il y a un côté gestionnaire, alors qu'il n'a pas encore décroché le Graal. Qui rebute un peu, je crois, un peu les fans. Complètement. Et c'est vrai qu'aussi, il y a Dana White, c'est aussi pour ça qu'on voulait parler de ça, Dana White qui a un petit peu chargé notre cher Curtis Blades, donc Curtis Blades qui est actuellement en négociation avec l'UFC pour un nouveau contrat, donc ceci explique peut-être cela, mais en tout cas Dana White il a dit, après tout ce que tu as dit lors de la semaine, donc bien évidemment par rapport au salaire des combattants, le fait qu'à son sens Curtis Blades mériterait le title shot, après ce genre de performance, tu es juste stupide. Et pourtant, j'aime Curtis Blades, c'est ce qu'il a dit. Tu es juste stupide. Tu as l'air stupide. Tu as l'air, ouais. Oui, parce que... Kratos. On va se calmer. Mais, et là aussi, je trouve que Dana White est quand même un peu dur parce que là aussi, j'apprécie Curtis Blades parce qu'il l'avait quand même dit sur Twitter. Il a dit ce qu'il allait faire et clairement, c'était le bon game plan.
Enfin, quand on est Curtis Blades et qu'on a les forces de Curtis Blades et qu'on affronte quelqu'un comme Alexander Volkov, on va pas s'amuser, même si ça fait plaisir à la foule, à dire on va striker pendant tout le combat. Sinon, vous finissez comme Fabricio Werdum à vous faire mettre KO à Londres devant 20 000 personnes. C'est sûr, c'est sûr. Et de toute façon, je suis d'accord avec toi que c'est très dur de la part de Dana White. Après, je pense que pour de la part de Dana White aussi, il y a un côté stratégique parce que il y a une négociation de contrat qui arrive avec Curtis Blades. Donc, il faut déjà que Dana White annonce la couleur. Ouais. Mais c'est vrai dingue de faire ça au mec qui est numéro 3 mondial et potentiel, on va y venir, mon cher Rust. J'ai pas envie de dire que c'est le meilleur de la catégorie en combattant pur MMA, mais c'est pas loin. Ah bah ouais, c'est pas loin. Enfin, s'il n'y a pas sur cette planète un mec qui s'appelle Francis Ngannou, il est peut-être déjà champion, hein, Curtis Blades. C'est juste qu'il y a voilà, le Dark Horse, le mec qui est capable de te mettre des pilules atomiques, ce qui est arrivé donc par 2 fois avec Francis. Sinon, il serait peut-être effectivement déjà champion. Mais c'est vrai que bah voilà, pour Dana White, il y a un côté, il peut se permettre de traiter de cette manière parce qu'il sait que Curtis Blades n'attire pas les foules. Et c'est vrai que c'est pas juste, quoi. C'est pas juste parce que le mec, je crois qu'il est sur 4 victoires d'affilée, je crois, Curtis Blades, un truc comme ça. 4 victoires d'affilée, ouais. Et là, il est en train de, à la manière de Francis Ngannou, de nettoyer la catégorie. Ouais, mais c'est vraiment, bah, ils vont plus avoir le choix que de se raffronter une 3e fois. Ça n'aurait pas de sens parce que déjà 2 KO, mais ils vont, je crois, même pas avoir le choix en fait. Si vraiment il faut attendre parce que Cormier et Miocic, enfin visiblement c'est l'UFC 252, mais ouais, voilà, ils sont dans la même situation. Et c'est vrai que c'est pas cool parce que il dit ce qu'il va faire, il le fait. Après, on peut pas lui en vouloir, mais d'un autre côté, je me dis. Un Khabib, par exemple, bah, tu sais ce qu'il va faire, il le fait, mais voilà, Khabib, de la même manière que Cain Velasquez, il y a ce côté... Oui, il va chercher. Il va chercher. S'il peut placer la soumission ou le TKO, il va pas se dire bah, je vais pas placer le ground and pound. Ouais, c'est ça. Et puis quand il gère, entre guillemets, c'est comme contre Alaya Quinta, où il gère, mais parce qu'il va essayer de combattre debout, parce qu'il a envie de faire de l'expérience. Donc ça fait plaisir au public. Voilà, ça fait plaisir au public, ça fait vraiment panache, ça fait quand même, il prend des risques malgré tout. Et c'est ça la différence, c'est que on peut pas reprocher, par exemple, un gars comme Georges Saint-Pierre, on lui a beaucoup reproché à la fin de sa carrière de gérer parce qu'il avait tellement un niveau d'écart avec ses adversaires qu'il pouvait se permettre en fait il a aucune raison de prendre des risques parce que s'il prend des risques, il peut perdre sa ceinture, s'il peut gagner et dominer le mec sans en prendre. Donc là, ça a du sens. C'est vrai que pour un mec comme Curtis Blades, tu te dis, il n'est pas encore champion. Ouais. Et contre Volkov, alors après, il a probablement aussi géré un petit peu parce que, comme on l'a vu, il a gassé à la fin. Mais voilà, tu te dis, si c'est le titre que tu vas chercher, tu peux visiblement mettre des énormes KO, tu peux mettre des KO au sol en ground and pound. Et c'est vrai qu'il y a un côté dommage, un côté frustrant que du coup, Curtis Blades soit pas dans la mentalité, ok, c'est 5 rounds, ok. Quoi qu'il aille, il faut que je fasse gaffe à pas gazer parce que même si le mec résiste, ça peut durer 5 rounds. Mais il y a un côté frustrant qui se disent pas, je vais quand même essayer de le finir en 2 rounds et voir comment ça se passe. Il y a un côté, je veux vraiment prendre 0 risque alors qu'il n'est pas encore champion et je comprends que ça frustre les fans et Dana White. Voilà, on est dans une de ces instances où en tant que combattant, tu te rends compte que malheureusement, à l'UFC, l'important, c'est pas que de gagner. Demandez à Colby Covington au moment où il y a eu le changement, là, où il a commencé à trash-talker. Malheureusement, l'UFC, l'important, c'est pas que la victoire, quoi. Et Curtis, c'est dommage, ça fait chier pour lui, parce que ça devrait être un sport avant tout, mais c'est un sport business. Et je sais pas, il a quelque part peut-être la chance d'être en heavyweight. Donc, il est de toute façon, il va être... et jeune aussi, parce qu'il a 28 ans ou 29, je crois. 29, ouais, il a 29, donc il a cette chance, il est inévitable, il est en poids lourd, il est américain, ça peut aider aussi, et il est encore jeune. Mais malgré tout, il est en train de se rendre compte qu'il n'aura jamais ce push supplémentaire qui peut se traduire aussi par donc, de nouveaux salaires, qui peut se traduire par une volonté un peu meilleure de l'UFC de négocier son contrat à son avantage. Et ça fait chier parce qu'on devrait pas avoir à faire ça. Mais je pense que s'il ne fait pas un shift de mentalité, il y aura toujours un recul de la part de l'UFC, quoi. Ouais. Donc, et c'est terrible parce que c'est vraiment la seule chose. On n'en parle pas assez, même nous, de Curtis Blades, mais clairement, là, il y a le combat Cormier-Miocic qui se passe. Ensuite, quoi qu'il arrive,
Cormier est out. Donc vous avez, honnêtement, pour moi, tu as intrinsèquement, parce que je pense que contre Francis Ngannou, il y a une espèce de, pas un blocage psychologique, mais il se passe quelque chose. Et ce qui s'est passé aussi avec, c'est l'horreur aussi. Hein. et ce qui s'est passé aussi avec Mark Hunt, je pense, où tu as aussi le petit PTSD de te dire, bon, bah, potentiellement, tu vois, je peux pas y aller, tu vois, je peux pas me jeter comme je me jette un peu à corps perdu, toute proportion gardée, bien évidemment, contre Shamil Abdouragimov, où tu sais que t'as pas trop de risques. T'as pas trop de risques que le mec te balance un uppercut des enfers ou quelque chose comme ça. C'est vrai. Donc, tu as potentiellement Stipe Miocic et Francis Ngannou qui sont au-dessus. Mais là, je dis potentiellement parce que c'est vrai que, mine de rien, le combat contre Miocic, je demande quand même à voir. Même si c'est vrai que Miocic est. Faut quand même se le farcir. Mais sinon, le reste, c'est très très chaud. Et nous, on en parlait. Par exemple, Cyril Gane, pour moi, c'est le seul Curtis Blades où je me dis pour Cyril, c'est vraiment chaud. Ouais, pareil. En vrai, Cyril Gane. Tous les autres, je suis assez confiant. Quand je dis assez confiant, c'est dans le sens, ok, Francis contre Cyril. Bah, Francis, il y a bien évidemment cette arme avec la puissance qui est, bah, voilà, c'est l'extincteur pour à peu près n'importe quel mec sur la planète. Mais en dehors de ça, Cyril, il peut vraiment le gérer. Là, Curtis Blades. Ouais, c'est difficilement gérable. Après, c'est vrai que pour Francis, et en fait, je rajouterais même, donc il y a Miocic, je suis d'accord, il y a Francis, mais je rajouterais Dos Santos en fait, parce que dans son combat, ok, il s'est fait mettre KO, mais la raison pour laquelle Francis a battu, et en particulier lors de son premier combat, même si c'était pas du tout le même Curtis. Complètement. Et ni le même Francis d'ailleurs. Exactement, ni le même Francis, mais je pense qu'il bat effectivement à peu près tout le monde, Curtis Blades, et largement, mais les gars comme Francis et Junior, je pense qu'ils ont largement leur chance. Et Junior Dos Santos, s'il n'avait pas fait n'importe quoi dans son combat contre Curtis Blades, il le gagnait. C'était quoi et oui, je me souviens plus, mais c'est quoi? Il cherchait tout le temps à placer l'uppercut, c'est ça? Oui, exactement. Donc, il a placé. C'est tellement débile. Il y a deux trucs, et ça, c'est. Il le fait depuis le début de sa carrière, et c'est tellement chiant. Junior Dos Santos, déjà, premièrement, c'est vraiment, quoi qu'il arrive, toujours le menton, mais alors bien en l'air, et on reste dans la ligne. Enfin, vraiment. C'est juste qu'il frappe extrêmement dur et qu'il est très rapide, mais les mouvements de tête, pas des masses. Et voilà, la cible est toujours là. Et contre Curtis Blades, c'était horrible. C'était vraiment, mais il a tenté, genre, je ne sais plus, à la fin du premier round ou je ne sais plus quoi, un uppercut, mais tu sais, aucun setup. C'est juste Obélix. Il s'approche comme ça, limite en jaugeant, tu sais, comme ça. Et en prenant, mais vraiment, il va le chercher derrière le dos, vraiment, mais en mode maçon. Et il s'est fait contrer une fois, il s'est fait contrer deux fois, et troisième fois, il s'est fait mettre KO. À part ça, c'est tellement débile. Mais s'il n'avait pas fait ça, je pense qu'il gagnait. Parce que extrêmement mobile, il est capable de rester à distance et de faire marcher son anglaise avec efficacité. Il est constamment en mouvement et des bons mouvements latéraux. Donc en fait, c'est pour ça qu'il a résisté au takedown. C'est parce que Curtis Blades tentait, mais c'est juste que comme il était tout le temps en mouvement latéraux, en fait, il n'arrivait jamais à le choper, Curtis Blades. Donc, je pense que des mecs comme Junior, qui sont capables de rester à cette distance-là, et donc de voir le truc venir et de gérer, et Francis, parce que Francis, même s'il n'a pas cette gestion des déplacements comme Junior Dos Santos, lui, c'est la puissance. Et clairement, il a compris. Enfin, si Francis Ngannou a réussi à choper un underhook, et en plus, comme tu sais que du coup, comme tu es constamment en menace du percut, c'est très facile d'aller chercher. Enfin, c'est pas facile, mais il a tout le temps le bras qui traîne. Comme il est ultra puissant, il n'a pas besoin de beaucoup de technique. Francis et Junior, je pense que ce sera toujours très compliqué. Il a battu Junior, hein, mais s'il y avait un rematch, franchement, et que Junior fait les ajustements, je pense que c'est compliqué. Donc, ces deux mecs-là, Miocic, parce que Miocic est ultra complet, mais à part ça, c'est vrai que je pense dans la KT, il éclate tout le monde, quoi. Vraiment tout le monde. C'est compliqué. Ah, et puis surtout, mine de rien, il te lâche pas. Hein, parce que c'est vrai que sur le papier, par exemple, Overeem, c'était hyper intéressant aussi. Et oui. Et Overeem l'a aussi touché avec un genou. Et ça aussi, ça aussi, mine de rien. Et c'est pour ça que, pour moi, tu as aussi un aspect un petit peu psychologique face à Ngannou, parce que psychologique et pas fait de combat, mais dans le sens, à chaque fois, il a été arrêté. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'était des TKO, entièrement d'accord. Mais il n'était pas out. Le deuxième combat, il se relevait, il s'est pas pris un KO, et le deuxième, il a été arrêté par les médecins. Mais parce qu'il a une capacité de récupération. On parle de Curtis ? De Curtis Blades, oui, complètement. Qui est assez monstrueuse. Parce que contre Mark Hunt, contre Ngannou et contre Overeem, il s'est pris des coups mais monstrueux. Ouais. Et à chaque fois, il était toujours là. Donc, il a un bon menton, c'est clair. Mais c'est pour ça. Il a à peu près tout ce qu'il faut. Voilà.
Oui, c'est vrai que je vois pas trop finalement quoi rajouter parce que effectivement, il a tout ce qu'il faut. Il a même un putain de bon menton. C'est un guerrier, hein, c'est clair. Mais voilà, il y a pas ce X factor qui fait que c'est un destructeur quoi qu'il arrive, comme un Cain Velasquez ou un Khabib. Et il n'a pas cette personnalité, quoi. Ouais. Complètement. Donc là, quel adversaire pour notre cher Curtis Blades le prochain? Moi, je vois bien le vainqueur du combat de Derek Lewis contre Oleinik. Et ouais, après, il a déjà battu Oleinik. Exactement. Donc, il faudrait que Derek Lewis gagne. Ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident du tout. Après, ouais, Lewis peut le mettre KO hein, sans problème, Oleinik, mais c'est vrai que si Oleinik le met au sol, ça va être compliqué quand même. Exactement. Ouais, un combat contre Derek Lewis. Et puis sinon, un troisième combat contre Francis, même si ça n'a aucun sens. Non, pour moi, il faut le faire pour la ceinture. Oui, voilà, c'est ça. S'il doit être refait ce combat, c'est obligatoirement pour la ceinture. Il n'y a pas de belle quand tu as perdu les 2 premiers par KO, quoi. Exactement. Ouais. Mais c'est tout. Mais en tout cas, ouais, non, Curtis Blades, c'est vraiment intéressant parce que ce gars-là, je pense, même pour l'UFC, il est chiant. Je pense que pour l'UFC, il est vraiment chiant parce que hyper dur à battre. T'as pas envie de le mettre contre tes stars parce qu'il rapporte pas beaucoup d'argent. Ouais. Et les mecs qui doivent monter, il va les battre, quoi. C'est ça. C'est pour ça que Cyril Gane, je pense pas qu'ils le mettront si jamais il gagne son prochain. Je pense pas qu'ils le mettront contre un Curtis Blades. Vraiment, il faudra que ce soit pour la ceinture, soit un title shot. Mais autrement, je pense pas qu'ils le mettront contre Blades. Sinon, ouais, tu sais que tu peux flinguer un prospect, quoi. Ouais. Donc, et justement, tu penses pas qu'il pourrait changer d'organisation, Curtis Blades? Parce que pour lui, il veut rester à l'UFC, il veut rester actif, bien évidemment, à l'UFC. Mais je pense que pour lui, pour le coup, c'est un des rares gars qui, tu vois, au Bellator serait parfait. Parce que le Bellator, ils peuvent faire de lui, pas une star, bien évidemment, parce qu'il y a le côté personnalité qui fait que, de toute façon, même si vous avez vous mettre des millions dans un mec, si ça ne passe pas avec le public, ça ne passera jamais. Mais ce que je veux dire, il pourrait vraiment le mettre en avant en tant que référence mondiale. Et je pense que l'UFC, ils seront toujours entre deux eaux avec lui, comme ils le sont finalement, un peu moins ces derniers temps, bien évidemment, avec Stipe Miocic, où il a sorti des performances absolument folles. Mais c'est vrai que l'UFC a toujours été en mode, c'est quand même compliqué de vendre ce personnage Stipe Miocic. Et là, avec Curtis Blades, c'est d'autant plus compliqué. C'est vrai. Mais je pense que j'ai du mal à voir. Donc déjà, je pense que la négociation, ça va être très compliqué pour Curtis là. Mais je serais trop triste pour lui en fait. C'est surtout ça. J'ai pas envie de le voir finir sa carrière sans la ceinture. C'est surtout ça en fait. En plus, voilà, il a un tel potentiel que si jamais il devait se barrer de l'UFC sans avoir eu au moins un title shot, en vrai, ce serait vraiment, vraiment triste pour lui. Et puis ce serait pas juste de la part de l'univers qu'un mec comme ça, aussi bon, aussi performant, n'ait pas eu au moins son title shot. Franchement, ce serait un crève-cœur, quoi. Vraiment, ce serait un crève-cœur parce que je sais pas si on a vraiment, si on a autant appuyé dessus comme on le devrait, mais il est sublime, Curtis Blades, à regarder combattre. Franchement, il est tellement complet et c'est tellement le combattant de MMA ultime qui est capable de tout mixer à la perfection comme le font les Romero, les Volkanovski, les gars comme ça, que vraiment c'est un régal à voir combattre. Et s'il avait ce killer instinct sur tous les combats et cette volonté de destructeur, et même sans ça, vraiment, je vais être honnête, même sans ça, j'ai envie de le voir combattre pour le titre, quoi. J'ai envie de voir jusqu'où un mec comme ça peut aller, purement par pur simplement du côté sportif, quoi. J'ai envie de voir jusqu'où un mec aussi complet, aussi bon peut aller, quoi. Ouais. Donc ouais. Mais la bonne nouvelle, on va finir là-dessus, mon cher Russ, c'est qu'il devrait avoir le title shot, parce que avec la présence de Francis Ngannou et Curtis Blades dans une catégorie, toutes les séries de victoires se prennent des stops monstrueux en fait. Et aujourd'hui, très clairement, si vous regardez le classement UFC, il y a bien évidemment Cormier, Miocic 3 qui arrive. Ensuite, c'est Ngannou le prochain. Là, c'est acté. L'UFC a dit qu'il se préparait à ce que même Ngannou soit remplaçant pour ce combat-là. Ensuite, vous avez Curtis Blades qui est sur 4 victoires consécutives. Puis, on en est à se dire, c'est pour une place de troisième homme. Donc, attends, on n'a pas entendu ta dernière phrase. Et c'est le vainqueur de Lewis Oleinik qui sera troisième homme pour le title shot. Donc ça vous donne une idée de l'état de la catégorie. Donc il devrait l'avoir, selon toute vraisemblance. Ouais. C'est chaud quand même. C'est chaud que Derek Lewis soit toujours à 1 ou 2 combats du titre quand même. Enfin, franchement, c'est assez incroyable. It is what it is. Bon, allez,
Big shout out to my sweet protein, moins 40% avec le code la sueur, mon cher Rust. Ouais. Allez. Bah, merci. Hein. Allez, à la prochaine, à très vite. Swear.